ensuite de les développer. Comment avez-vous fait ces choix? Parce que vous venez de le dire, bon, votre héroïne principale, Corinne, est une femme flic. Alors bon, le fait qu'elle ait été amoureuse d'une autre femme qui a été tuée la sort peut-être un tout petit peu du personnage central, et en plus on est en plein dans l'actualité aujourd'hui, mais chez vous, Oksana, bon, c'est un couple qui au premier abord est somme toute relativement banal. La jeune lycéenne qui tombe amoureuse de son beau prof de philo, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit arriver. Quant à toi, Mélanie, tu as des personnages qui sont des gens qui sont ancrés dans la vie de tous les jours, propriétaires de restaurants grecs, etc. Je pense par exemple, alors même si ensuite on découvre qu'ils ne sont pas exactement ce qu'ils ont l'air d'être, c'est quand même au premier abord des gens qui sont tous très ancrés dans la réalité de tous les jours. C'est vrai que j'ai écrit Crépuscule des anges maintenant il y a quelques années, donc il n'y avait pas encore le débat qu'on a eu ces derniers mois. Mais mes personnages, j'ai envie de dire, ils débarquent, armés comme Athéna sortant de la cuisse de Jupiter. Donc Lynn s'est présentée à moi telle qu'elle s'est construite petit à petit, mais je savais qu'elle allait m'en faire baver plus d'une fois. Et ce qui m'intéressait justement, c'était de partir de cette banale enquête qui se termine tragiquement, et de voir comment sa vision de la réalité a complètement changé. Elle vivait dans une ville où effectivement l'église, la religion était omniprésente. Pour elle, ça la gênait pas plus que ça, c'était une donnée en plus du reste. Et enfin, quand le meurtre intervient et qu'elle commence à mener son enquête, non seulement elle va découvrir que la ville n'a pas été bâtie, construite pour n'importe quelle raison, mais en plus elle va se découvrir avec une nouvelle identité. Et en fait, c'est un peu difficile de répondre à ça dans la mesure où, enfin, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, on ne se pose pas la question justement, est-ce que je vais créer un héros, est-ce que je vais créer... soit l'histoire va l'imposer, et en plus, moi très souvent, je vais partir des personnages. Donc un personnage me vient, j'ai une vision d'un personnage et l'histoire va se construire autour. Mais en plus, j'ai jamais été intéressée tellement par la figure du héros, qui est quelque chose... Enfin, je sais pas, en plus, je me faisais la réflexion, j'ai grandi en lisant Stephen King, par exemple. Et une des choses qui sont intéressantes chez lui, c'est que ces personnages, c'est vraiment c'est de l'américain moyen, c'est des adolescents ordinaires dans lesquels on peut se projeter. Et d'une part, parce que ça permet de traiter des thèmes qui vont parler directement au lecteur, ça permet une identification plus grande. Et peut-être, je sais pas, moi, ce sont les thèmes que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment des thèmes de la vie de tous les jours, en fait. Donc, en fait, j'ai du mal à avoir une réflexion vraiment poussée sur ça, parce que la question ne se pose pas. Le texte impose le personnage, ou le personnage impose l'histoire. Je sais pas trop comment développer sur ça. Je crois que certains des personnages parfois sortent un petit peu l'ordinaire. Parce que en particulier, dans Arlis des Forains, un gamin qui vit dans une caravane de forains qui se déplace pour présenter son spectacle de ville en ville, c'est quand même déjà un tout petit peu hors de l'ordinaire. Ben ça, ce qui est amusant, c'est que c'est un texte qui est assez ancien. J'ai inventé les personnages vers 20 ans, ils sont très différents de ce que je fais maintenant. J'étais plus intéressée par des personnages qui soient, j'ai envie de dire, plus personnages que personnes, plus des figures avec une silhouette extrêmement marquante, etc., plus que d'être dans le ressenti des gens. Et dans ce roman, en même temps, j'ai quand même pris le point de vue du personnage le plus proche du quotidien, qui est celui d'un petit garçon, presque ordinaire finalement. Mais en fait, je pensais, il y a une chose qui m'intéresse aussi beaucoup et qui peut être assez troublante, c'est dans le fantastique en particulier. Quand on prend un narrateur ordinaire, ça peut rendre extrêmement troublant le moment où il y a un décalage par rapport à la réalité. Et notamment, j'ai un texte dont on me reparle souvent qui s'appelle Rêve de centre, qui est en Serpentine, qui est raconté du point de vue d'une lycéenne ordinaire. Et c'est un personnage qui est elle est peut-être folle, peut-être pas, mais simplement elle raconte les choses de son point de vue. Elle est fascinée par le feu. Elle est persuadée qu'enfant, elle a une vision d'un phénix dans les flammes. Elle va passer peut-être pas toute sa vie, mais des années à essayer de retrouver ce phénix. Et normalement, à un moment donné, le lecteur lit ça en disant « mais il y a quelque chose de bizarre dans son raisonnement quand même ». Sauf que justement, je raconte ça du point de vue d'un personnage qui a tellement l'air de trouver ça normal, que normalement, ça doit désarçonner le lecteur. J'aime beaucoup jouer avec ça notamment, c'est que tout paraît ordinaire, et d'un seul coup, il y a un petit détail qui l'est pas, et on sait plus trop ce qu'il faut croire.
Moi, concernant mes personnages, j'ai voulu qu'ils soient rentrés dans la réalité au départ, simplement pour que les gens puissent s'identifier à Cassie et à Damian. Maintenant aussi, je prône un petit peu le anti-héros, c'est-à-dire que mes personnages sont un peu particuliers, ils ont des problèmes, ils ne sont pas forcément très agréables, ils ont du caractère. Et voilà, donc à partir de là, en fait, c'est vrai que les gens peuvent s'identifier à eux, tout en découvrant qu'ils sont un petit peu atypiques par rapport à des personnages basiques. Voilà, et ensuite, je suis tombée dans le moment où la fiction, en fait, rattrape la réalité. Et donc, on découvre la différence de mes personnages avec les gens normaux. Voilà. Alors, là, on vient d'aborder... Pardon. Nous venons d'aborder l'aspect des personnages, mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que toutes les trois, vous avez chacun une approche très différente des lieux, parce que l'environnement est aussi extrêmement important. Alors, évidemment, on part d'un environnement qui est véritablement l'environnement du coin de la rue, c'est le magasin qu'on peut voir, c'est l'aire d'autoroute sur laquelle on peut s'arrêter, par exemple, dans une des nouvelles de Mélanie, c'est le métro qu'on prend, c'est dans certains cas la boutique de tatouage dans lesquels certains peuvent aller, etc. Donc vraiment des endroits qui sont ceux qu'on peut voir tous les jours. Et puis ensuite, il y a une sorte, je dirais, de progression dans l'éloignement, parce que chez Oksana, dans Go to Hell, l'action se déroule dans une ville américaine qui est la ville de Fairfield, mais qui n'est manifestement pas l'un des Fairfield existants. Ah si, ah bon, alors parce que j'ai pas trouvé l'état. Dans le Connecticut. Ah ok, Fairfield dans le Connecticut. Oui. Donc on s'est déjà éloigné, on a traversé l'Atlantique, et puis alors chez Corinne, on est toujours de l'autre côté de l'Atlantique, mais dans la ville de Trinity, dans un Canada qui a quand même évolué par rapport au nôtre, où l'Église catholique a fondé cette cité dans un futur qu'on sent relativement proche, mais quand même indéterminé. Donc on est de plus en plus, on n'est plus du tout au coin de la rue là. Donc qu'est-ce qui détermine ce genre de choix? Est-ce que c'est comme pour les personnages? Moi j'avais commencé par faire des recherches pour situer l'histoire en France, dans une ville, mais il aurait fallu que j'aille me rendre dans la ville, parce que j'ai ce souci de vraisemblance qui fait que je ne voudrais pas que le lecteur, en me lisant, sorte de l'histoire, parce qu'il y a un détail que j'aurais mal interprété ou mal rendu pour l'histoire. Donc j'ai choisi d'imaginer complètement ma ville, notamment parce que j'avais cette nécessité d'accorder à l'Église une place plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui dans le tissu urbain actuel. Donc il me fallait vraiment une ville faite sur mesure pour l'histoire, qu'elle puisse ensuite servir les personnages et servir la quête du personnage principal. C'est pour ça que j'ai créé Trinity de A à Z. En plus, c'était intéressant d'imaginer l'histoire de la ville et comment on pouvait en arriver à ce qu'elle soit finalement le centre de l'histoire dans le crépuscule des hommes. En fait, Trinity, c'est une sorte d'état pontifical. Finalement, c'est l'état pontifical tel qu'il a pu exister à une époque transposée. En beaucoup plus grand, parce qu'effectivement, l'Église n'est pas seulement présente physiquement dans le tissu urbain, elle est aussi présente dans les habitudes des personnages. J'ai un peu en tête ces cités, effectivement, imaginées dans les comics, etc., qui servent le héros Gotham ou pour la ville de Superman. Mais j'avais vraiment besoin d'avoir une ville qui soit au service de l'Église. Imaginez une sorte de super Vatican, mais sur un autre continent. En fait, je m'aperçois de quelque chose, c'est que souvent ce que je vais écrire va être situé dans des décors qui sont réels, qui sont aujourd'hui, ici, maintenant, etc. Mais qu'en même temps, j'ai très rarement écrit sur des lieux existants et nommés comme tels. Je l'ai fait essentiellement pour une raison qui rejoint ce que disait Corinne tout à l'heure, c'est que le lecteur puisse pas sortir de la lecture à un moment donné en disant « non, ça c'est faux ». Et je sais que notamment, avec le recul, je le ferai plus si tu as un roman comme Arlis Desforains aux États-Unis sans y être allé.
J'ai fait des erreurs absolument grossières qu'on m'a fait remarquer ensuite et je ne veux plus le faire maintenant. Donc depuis, je n'ai plus situé qu'un seul texte aux États-Unis et à la Nouvelle-Orléans, mais c'était après y être allé, et de manière extrêmement minutieuse, pointilleuse, je n'ai décrit que des choses que j'ai vues. Parce que je vis dans la terreur absolue de décrire un lieu qui n'existe pas. J'ai écrit sur le métro parisien, mais parce que là c'est mon quotidien, je le connais, j'ai pu aller prendre des notes, etc. Souvent ce que j'aime bien c'est prendre un décor effectivement réel, mais quelque part presque archétypal. Je décris une boutique de tatouage, c'est un lieu existant parce qu'il est inspiré par l'endroit, la boutique où moi je me suis fait tatouer, mais c'est presque je sais pas comment dire, c'est l'essence d'une boutique de tatouage. Comment est-ce que moi je me représente ça? Comment je me représente une aire d'autoroute? J'imagine un parking, j'imagine les distributeurs, quels sont les petits détails qui vont poser le décor pour que immédiatement le lecteur pense à son propre vécu et qu'il visualise le décor, sans que forcément je passe 10 pages à le décrire. J'aime bien, j'adore en fait suggérer par petites touches, et le lecteur va avoir l'impression que je lui décris un décor extrêmement réel, ancré dans le quotidien, alors qu'en réalité je l'ai très peu décrit. Je crois qu'il y a peut-être que 2 ou 3 de mes textes qui se situent dans des villes existantes, en partie pour ça. Donc j'aime bien quelque part ce paradoxe, c'est d'écrire des lieux existants, mais sans trop rentrer dans les détails. Moi j'ai déjà écrit au niveau de tous les livres que j'ai pu écrire qui ne sont pas publiés, que j'ai gardés dans un tiroir,